Bonjour à tous les amis et bienvenue sur EduQuiz. Aujourd'hui les amis, nous allons travailler avec la classe de première C et D sur module 1 sur la leçon 2, les alcènes et les alcynes. Nous allons aujourd'hui débuter avec un premier exercice, n'est-ce pas, sur cette leçon. Et cet exercice 1 est divisé en deux blocs, c'est-à-dire grand A et grand B. Donc il y a un exercice grand A et un exercice grand B. Donc ensemble, nous allons lire, n'est-ce pas, doucement, ces deux exercices grand A et grand B et nous allons les résoudre ensemble. Alors soyez très attentifs. Grand A, on dit observe les 4 FSD. FSD, les amis, vous savez que FSD veut dire formule semi-développée. FSD veut dire formule semi-développée. Donc, observe les 4 FSD, c'est-à-dire observe les 4 formules semi-développées A, B et C. Voici ça ici. Les 4 formules semi-développées A, B, C et D. Donc, observe les 4 formules semi-développées A, B et C du butène. Observe les 4 formules semi-développées A, B, C et D du butène. Du butène. 2. Donc, 4 formules semi-développées du butène. Hein? Donc, les manières juste d'observer. Voilà ça. On remarque que A et B sont des formules linéaires, n'est-ce pas? Mais C et D, n'est-ce pas? La molécule C et D ne sont pas tout à fait linéaires, mais leur disposition spatiale, n'est-ce pas, n'est pas linéaire. En fait, la disposition spatiale, je vais dire, des molécules C et D n'est pas linéaire. Voyez un peu. OK. Je passe sur le sujet. 2. On dit compare les positions de la double liaison dans les formules A et B. Comparons. Les doubles liaisons. Double liaison. Comparons la position. Oui? La position des doubles liaisons dans les molécules A et B. On demande de comparer, les amis, la position des doubles liaisons dans les molécules A et B. Je vais réécrire ça ici. Voici A. Voici B. Voilà la molécule A, voilà la molécule B. On demande de comparer quoi? Les positions des doubles liaisons des molécules A et B. On demande de comparer les positions des doubles liaisons A et B. Alors, on va dire que en A, en A, la double liaison est en première position. Et en première position. En A, n'est-ce pas? La double liaison est en première position. Parce que vous devez comprendre un truc, les amis. La molécule A et la molécule B, n'est-ce pas? C'est un même composé, c'est-à-dire, ce sont les butènes. Butène. C4H, H8. La molécule A et B, n'est-ce pas? On peut former C4H8. Donc, c'est le butène à la base. Ouais, donc A et B, ce sont quoi? Des isomères. A et B sont des isomères, n'est-ce pas? Ils proviennent de la même formule brute d'un alcène, c'est-à-dire C4H8. Tu vois un peu. Et maintenant, on demande de comparer. On demande de comparer la position de leur double liaison. Donc, on va dire que en A, la double liaison est en première position
Et en B, la double liaison est en deuxième position. Un peu. En A, la double liaison est en première position. En B, la double liaison est en deuxième et en deuxième position. Et en deuxième position. Voilà. Voilà. Et vous savez qu'on détermine ces positions, n'est-ce pas, en se fixant un sens de lecture. Vous voyez? On détermine, n'est-ce pas, les amis, la position dans ces deux isomères en fonction du sens de lecture. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il est dangereux pour celui qui ne maîtrise pas, n'est-ce pas, dans la nomenclature, ce qu'on appelle trouver le bon sens de lecture. Pourquoi? Parce qu'il va venir ici à la molécule A. Il va dire que la double liaison est en troisième position en comptant dans ce sens. Il va dire que la double liaison est en troisième position en comptant dans ce sens. Pourtant, c'est faux. Vous savez que dans la règle de nomenclature, n'est-ce pas, à un certain moment donné, il faut chercher quoi, le bon sens de lecture. Et concernant la nomenclature des acènes et des acènes, on a dit quoi? Le bon sens de lecture, c'est le sens où la double liaison occupe la plus petite position. Que ce soit chez les acènes et les acènes, avec le bon sens de lecture, c'est le sens où la liaison multiple, n'est-ce pas? C'est comment dire? Le bon sens de lecture, c'est le sens où la liaison multiple occupe la plus petite position. Donc, quand je dis que la molécule A, la double liaison est en première position, n'est-ce pas? Je me suis basé en me référant, n'est-ce pas, sur le bon sens de lecture, qui est ce sens-ci. Parce que de ce sens-ci de la molécule A, la double liaison est la première position, n'est-ce pas, par rapport à l'autre sens qui était la troisième position. Ce qui fait que dans ce sens-ci, la double liaison occupe la plus petite position. Donc, en trouvant la position de la double liaison de la molécule A, je me refais à ce sens-ci. Donc, c'est très important. Donc, la double liaison est en A, les amis, en A. En A, la double liaison est en première position et en B, la double liaison est en deuxième position. Alors, cette différente position des isomères A et B nous permet de donner deux conclusions par rapport à cela. Deux positions. La première conclusion, la première remarque, parce que la double liaison, la position de la double liaison de ces deux molécules, n'est-ce pas, les amis, nous amène à donner deux remarques qui sera comme une forme de conclusion par rapport à cela, par rapport à leur position. Vous voyez? En premier tirant, on va dire que A et B sont des isomères de position. A et B sont des isomères de position. A et B sont des isomères de position. Vous voyez? Pourquoi? On dit deux isomères, les amis, sont isomères de position lorsque, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont le même nombre d'atomes de carbone dans leur chaîne principale. Vous voyez un peu? Deux isomères sont isomères de position lorsque ils comptent le même nombre d'atomes de carbone dans leur chaîne principale. C'est quoi la chaîne principale? C'est la chaîne de la molécule, n'est-ce pas, qui compte le plus d'atomes de carbone. Donc, c'est lui qui porte même le nom de la molécule. Et nous savons que pour ces deux isomères A et B, n'est-ce pas, la chaîne principale, c'est celle-ci. Elle compte combien d'atomes de carbone? 4 atomes de carbone chacune. Donc A et B comptent le même nombre d'atomes de carbone dans leur chaîne principale. Mais il y a une différence entre ces molécules. La différence est située au niveau de la position de la double liaison. La double liaison sur l'isomère A est en première position et la double liaison sur l'isomère B est en deuxième position. Ce qui fait en sorte que, bien qu'ils comptent le même nombre de carbone, n'est-ce pas, dans leur chaîne principale, les amis, ce sont quand même des isomères
préférant à cause de quoi? De la position de la double liaison. C'est pour ça qu'on va dire que A et B sont quoi? Isomères de position. Deuxième tiret. A, on va dire que A est dissymétrique et B est symétrique. A est dissymétrique et B est symétrique. Comment voir cela? A est dissymétrique, pourquoi? Parce que je viens au niveau de la double liaison et je trace un trait comme ça. Je trace un trait comme ça. Un peu comme si je cherchais l'axe de symétrie. Donc, si je veux chercher l'axe de symétrie à ce niveau, n'est-ce pas, je dois aller au niveau de la double liaison. Je trace un trait que je vais appeler ça. Je dis axe de symétrie. Vois un peu. Et lorsque je trace un trait comme ça, on peut dire un axe de symétrie au niveau de la double liaison, n'est-ce pas, de l'isomère A, qu'est-ce que je constate de part et d'autre? La symétrie n'est pas respectée. Quand je regarde de part et d'autre de mon axe, de mon axe, n'est-ce pas, il n'y a pas de symétrie. On ne peut pas dire qu'il y a de superposition. Donc, c'est pour ça que A, n'est-ce pas, est un isomère dissymétrique. Dissymétrique. Et comme il est dissymétrique, n'est-ce pas, ça va affecter, en fait, ça va engager, n'est-ce pas, une conséquence, n'est-ce pas, dans ses propriétés chimiques, n'est-ce pas. Beaucoup plus lors des réactions d'addition, que ce soit hydrogénation ou halogénation. A étant un composé dissymétrique, lors des réactions d'addition des composés hydrogénés, qui représentent que la règle de Markov-Nikov, n'est-ce pas, on aura l'obtention de deux composés. Un majoritaire, l'autre minoritaire. Lors de l'addition, n'est-ce pas, lors de l'addition d'un composé hydrogéné sous une certaine dissymétrie, n'est-ce pas, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone de la double liaison le plus hydrogéné. Là, on obtient le composé majoritaire. Le composé minoritaire se forme, n'est-ce pas, lorsqu'il part à l'encontre de la règle de Markov-Nikov. Donc, ça veut dire que la position de la double liaison, n'est-ce pas, de la double liaison sur l'isomère A, n'est-ce pas, fait en sorte que A devienne un arsène dissymétrique. Et comme A est un arsène dissymétrique, n'est-ce pas, lors des réactions d'addition, n'est-ce pas, plus précisément, n'est-ce pas, lorsque ce composé s'additionne sur des composés hydrogénés, il y a possibilité de deux composés, l'un majoritaire et l'autre minoritaire. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Maintenant, le composé B est un composé symétrique. Je viens toujours au niveau de la double liaison et je trace ce qu'on peut dire un axe de symétrie. Et je remarque quoi? De part et d'autre de mon axe de symétrie, n'est-ce pas? Il y a superposition. Hein? C'est la même chose de part et d'autre de mon axe de symétrie. Il peut y avoir superposition. C'est pour ça que la molécule B est un isomère symétrique. Et quand c'est un isomère symétrique, lors des réactions d'addition, plus précisément l'addition des composés hydrogénés, n'est-ce pas, mes amis? Des composés hydrogénés sur cette molécule B, on ne va pas prendre en compte la règle de Markov-Nikov. Pourquoi on ne va pas prendre en compte la règle de Markov-Nikov? Parce que B, n'est-ce pas, est un composé comment? Symétrique. Alors qu'en A, on doit prendre en compte la règle de Markov-Nikov lors de l'addition des composés hydrogénés. Pourquoi? Parce que la molécule est dissymétrique. Hein? Et en appliquant sur la molécule A, Markov-Nikov, on a la possibilité d'avoir deux composés. L'un majoritaire, n'est-ce pas, qui respecte la règle de Markov-Nikov et l'autre minoritaire qui ne respecte pas la règle de Markov-Nikov. Donc, voilà ce qu'il fallait dire sur le composé A et sur le composé B. 3. Compare les dispositions des groupements alkyles dans la molécule C et D. Compare les dispositions des groupements alkyles dans les formules C et D. C. Voici la molécule C.
Voilà. On dit compare les dispositions des groupements alkyles. Voici les groupements alkyles dans les molécules C et D. Voilà les groupements alkyles dans les molécules C et D. On demande de comparer ces dispositions. On compare ces dispositions. Tout simplement, on va dire que au composé C, hein, les groupements alkyles, n'est-ce pas, sont du même côté ou encore sont ensemble. Alors que sur la molécule B, les groupements alkyles ne sont pas du même côté, ils ne sont pas ensemble. C'est tout. Et pour conclure, on va dire que le composé C est un isomère Z et le composé D est un isomère E. Z sous-amène qui veut dire ensemble, E, N qui veut dire pas ensemble, pas du même côté. Ouais, un peu. Ils sont divergents. Chacun va de son côté. Donc, en termes de comparaison, je répète, les groupements alkyles sur le composé C, n'est-ce pas, sont du même côté, sont ensemble. Plus devant, on vous dit qu'ils sont en 6. En 6. Alors que les composés D, n'est-ce pas, les composés D, le composé D veut dire le composé D, les groupements alkyles ne sont pas du même côté. Ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas du même côté, ils ne sont pas ensemble. Plus devant, on va vous parler de trans. Oui, devant, on va vous parler de trans. On va dire que C, n'est-ce pas, est un isomère Z, sous-amène qui veut dire ensemble, et E, qui est un isomère E, et qui veut dire pas ensemble, ils ne sont pas ensemble. Donc, après, on dit 4 conclure. Donc, on devait conclure ce qui est dit, on devait conclure l'observation, en fait, à la question 2 et l'observation faite à la question 3. Je pense que j'ai donné cette conclusion et j'ai encore davantage expliqué. Donc, voilà ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas, les amis, sur l'exercice 1, grand A. Maintenant, nous allons faire l'exercice 1, grand B. Un instant, je fasse vite. OK. Grand B. Un hydrocarbure, je vais écrire données. C'est très important. On va relever les données de l'exercice si nécessaire. Un hydrocarbure insaturé, je souligne un hydrocarbure insaturé, a une masse molaire moléculaire de 70 grammes par mol. Donc, on me donne la masse molaire moléculaire égale à 70 grammes par mol. Un hydrocarbure insaturé a une masse molaire moléculaire de 70 grammes par mol. On a dit hydrocarbure insaturé. On sait déjà qu'un hydrocarbure, n'est-ce pas, est une molécule organique qui est constituée uniquement de carbone et d'hydrogène. Hydrocarbure. Hydro qui vient de hydrogène, carbure qui vient de carbone. Donc, un hydrocarbure, molécule organique constituée uniquement, n'est-ce pas, de carbone et d'hydrogène. Ils ne s'arrêtent pas là, ils ajoutent insaturé. Vous savez que lorsqu'on parle d'insaturation, ça veut dire que cet hydrocarbure renferme une liaison multiple. Et quand on parle de liaison multiple, c'est soit la double liaison ou soit la triple liaison. Voyez un peu. Donc, hydrocarbure, molécule organique constituée uniquement de carbone et d'hydrogène. On a dit hydrocarbure insaturé. Ça veut dire que cet hydrocarbure renferme dans sa structure moléculaire, n'est-ce pas, une liaison multiple. Cette liaison multiple peut être soit l'alcène, soit l'alcyne. Ça veut dire que notre hydrocarbure insaturé, c'est soit un alcène, soit un alcyne. Donc, on a donné quoi? La masse molaire moléculaire qui est de 70 grammes par
en mol. Ensuite, ils disent 1. Question 1. Question 1. Identifier sa famille. Identifier sa famille, on va dire identifions sa famille. Identifions sa famille. Attention, identifions sa famille. Identifions sa famille, donc ça dit à regarder si c'est un alcane, à regarder si c'est un alcène ou c'est un alcine. Identifions sa famille, c'est à regarder si c'est un alcène ou c'est un alcine. Regardez la méthode pour répondre à ce genre de questions. On ne m'a pas demandé de déterminer la famille Boudou, on m'a demandé de faire quoi? D'identifier sa famille. On va donc dire, il peut être un alcène ou un alcine. Il peut être un alcène ou un alcine. Après avoir dit ça, je vais rappeler la formule générale des alcènes et des alcines. Donc, après avoir dit cela, je vais rappeler la formule générale des alcènes ou des alcines, car ça va nous aider à répondre à cette question. Regardez. Formule générale des alcènes. CNH. Formule générale des alcènes, CNH2N. Formule générale des alcines, CNH2N-2. Voilà la formule générale des alcènes, voilà la formule générale des alcines. Voilà un peu. Pour chaque composé, c'est-à-dire, enfin, pour chaque hydrocarbure insaturé, que ce soit alcène et alcine, je vais calculer la valeur de N. Et je vais voir, n'est-ce pas, la valeur qui, pour moi, est la plus raisonnable. Voyez un peu. Donc, pour chaque hydrocarbure insaturé, je vais calculer la valeur de N à partir de la masse moléculaire qu'on m'a donnée. Ensuite, n'est-ce pas, les amis, je vais voir la valeur de N qui est pour moi la plus raisonnable, la plus évidente pour pouvoir identifier la famille. Je mets ici astérisque alcène. Je calcule la valeur de N. C'est une méthode qu'on a eu à faire sur les exercices traités sur les alcanes. C'est-à-dire, je vais exprimer la masse moléculaire de l'alcène en fonction de N. Regardez. J'exprime la masse moléculaire de l'alcène en fonction de N. Ça me donne 12N plus 2N. 12N plus 2N. Ça me donne ici 14N. Ensuite, par identification, 14N est égal à combien, les amis? 70. Moi, j'écris, la masse moléculaire est égale à quoi, à combien? 70. Ce qui fait que j'écris 14N égale à 70. On va donner quoi? N égale à 70 divisé par 14. Je vais trouver 5. On va trouver 5. Sur nos calculatrices, 70 divisé par 14. Je trouve 5. Alcine. Alcine. Alcine, qu'est-ce que je fais? Pour l'alcine, les amis, qu'est-ce que je fais? Je fais le même travail. Je calcule la masse moléculaire de l'alcine en fonction de N. Regardez. Ça donne quoi? 14, ça donne quoi? 12N plus 2N moins 2. Ça me donne 14N moins 2. Ensuite, M est égal à 70, ce qui fait que on aura 14N moins 2 égale à 70. 14N égale à quoi? 70 moins 2. 14N égale à 68. N égale à quoi? 68 divisé par
14. Je trouve n égale à 4,85, 1,17, ainsi de suite. Vous voyez? Lorsque je calcule la valeur de n, lorsque je considère que mon hydrocarbure insaturé est un alcène et que je calcule sa valeur de n, je trouve combien? 5. Lorsque je considère mon hydrocarbure insaturé étant l'alcyne, je calcule sa valeur de n, je trouve combien? 4,85, 4,85, 7, 14, point. Ouais. Alors, pour conclure, n'est-ce pas? Pour identifier alors la famille de l'hydrocarbure insaturé, je vais dire que mon hydrocarbure insaturé, c'est quoi? C'est l'alcène. Ouais? Parce que quoi? L'alcène, n'est-ce pas? En calculant la valeur de N pour un alcène, j'ai une valeur raisonnable, j'ai une valeur évidente. J'ai une valeur évidente, 5. Elle me donne un nombre entier directement. Alors que ici, elle me donne un nombre avec des virgules. Bon, voyez un peu les amis. Donc, ce qui fait que quand on dit identifiant sa famille, la famille de l'hydrocarbure, c'est quoi? La partie quelle famille? Aux alcènes. Pourquoi? Parce que en considérant l'alcène, n'est-ce pas, et que je calcule la valeur de n, je trouve une valeur raisonnable. 5. Je trouve un entier naturel qui est 5. Alors qu'en calculant la valeur de n, en considérant que l'hydrocarbure est un alcène, je trouve quoi? Une valeur décimale, ce qui ne m'aide pas. Donc, l'hydrocarbure insaturé, c'est un alcène. Ils sont deux. Écrire sa formule brute. On demande d'écrire sa formule brute. Sa formule brute. Formule brute. Alors, écrire sa formule brute. Les amis, c'est très simple. On a n égale à quoi? À 5. On aura donc quoi? Cn H2n. On va dire que C5H2 facteur de 5. Qui fait que on aura C5H10. Voilà sa formule brute. Tout simplement. J'avais déjà calculé la valeur de n à la question 1. Vous voyez? Et j'en déduis une fois avec la formule générale des alcènes. Question 3. Déterminer sa composition centésimale massique. Déterminant sa composition centésimale déterminant sa composition centésimale massique. Déterminant sa composition centésimale massique. Les amis, ça c'est un thème que vous avez vu depuis la seconde. On a dit en cas de seconde que en cas de seconde, vous avez vu un chapitre, vous avez vu une leçon qui parlait de l'analyse élémentaire. De l'analyse élémentaire. Et on a dit que l'analyse élémentaire consiste, n'est-ce pas, à analyser un composé organique sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif. On avait dit qu'en classe de seconde que l'analyse qualitative consiste à partir des tests appropriés, n'est-ce pas, à identifier les éléments que constitue une molécule organique. Donc, on avait dit en seconde que l'analyse qualitative, n'est-ce pas, consiste en se basant sur des tests appropriés, n'est-ce pas, à déterminer, n'est-ce pas, et à mettre en évidence, à savoir, n'est-ce pas, quels sont les éléments chimiques que constitue un composé organique. Alors qu'on a dit, et maintenant, après avoir fait l'analyse qualitative, on passe maintenant à l'analyse quantitative. Parce que l'analyse qualitative m'a déjà dit les éléments que constituent le composé organique. Alors, je passe à l'analyse quantitative pour savoir la proportion massique, n'est-ce pas? La proportion massique, n'est-ce pas, de chaque élément chimique dans ma molécule organique. Pour savoir la proportion massique. Pour savoir la proportion en pourcentage
qu'occupe chaque élément dans le composé organique. Donc, on dit, détermine, quand on demande de déterminer la composition centésimale massique, n'est-ce pas, de notre hydrocarbure insaturé, c'est de déterminer quoi? Le pourcentage de carbone dans la molécule organique, le pourcentage d'hydrogène dans la molécule organique. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Parce qu'on a dit que notre composé est un hydrocarbure insaturé. Hydrocarbure, ça veut dire que notre composé est constitué uniquement de carbone et d'hydrogène. Ça veut dire que pour répondre à cette question 3, nous allons déterminer le pourcentage de carbone dans l'hydrocarbure insaturé et le pourcentage d'hydrogène dans l'hydrocarbure insaturé. Alors, vous devez déjà faire appel à une formule vue en secondes. Les amis, pour répondre à cette question, n'est-ce pas, réunissez toutes les données que vous avez dans l'exercice jusqu'à maintenant. Toutes les données. Parce que c'est à partir des données de l'exercice, n'est-ce pas, que vous avez jusqu'à la question 3, hein, que vous allez vous frayer un chemin, que vous allez trouver une solution, hein, qui va vous permettre de vous pencher même sur votre cours fait en classe pour pouvoir trouver un lien face à cela, n'est-ce pas, pour résoudre la question 3. Alors, quelles sont les données de l'exercice que j'ai jusqu'à présent? J'ai la masse molaire moléculaire du composé qui est de 70 grammes par mol. J'ai la formule brute du composé qui est quoi? C5H, qui est de C5H10. Voilà les deux données de l'exercice que j'ai. La masse molaire moléculaire de la scène et la formule brute de la scène. À partir de ces données-ci, hein, quelle est la formule la plus appropriée qui me permet de déterminer la composition centésimale massive de l'alcène? Souvenez-vous de cette formule qui dit que 12x attendez, 12, attention, x mc sur pourcentage de carbone égale à la masse moléculaire du composé sur 100. Ce qui me donne 12x sur pourcentage de carbone égale à la masse moléculaire composée sur 100. Ça, c'est une formule que vous avez vue en seconde. Je peux interpréter la même chose avec l'hydrogène. Ça va me faire YMH sur la masse, le pourcentage d'hydrogène sur 100 qui me donne Y sur pourcentage d'hydrogène sur 100. Vous voyez? C'est facile ici. Vous voyez? Je viens. Qu'est-ce que je veux? X représente quoi? On a X égale à quoi? X est égal à 5 et Y est égal à 10. Ouais. X est égal à 5 et Y est égal à 10. Ce qui fait que, ici, je tire le pourcentage de carbone. Pourcentage de carbone est égal à quoi? À 1200x sur M. En application numérique. Pourcentage de carbone, ça fait 1200 fois 5 sur 70. Je vais trouver. Je viens ici, je tire le pourcentage d'hydrogène. C'est égal à 100. Je ne me trompe pas. 100 Y sur grand M. En application numérique, j'aurai pourcentage de H égale à 100 fois 10 sur 70. On va voir ce qu'il fallait faire. Donc, je fais. En haut, ça fait 1200 fois 5 divisé par 70. Je trouve ici 85,71. En bas, ça me donne 100 fois 10 divisé par
70. Je trouve 14,28. Voilà. Oh, le pourcentage de carbone, le pourcentage d'hydrogène. Question 4. Question 4. On dit, écris les formules semi-développées et les noms de tous les isomères possibles. Hein? On veut les formules semi-développées et les noms de tous les isomères possibles. C5, H10. On va donner quoi? Les formules semi-développées et les noms de tous les isomères possibles de C5H10. Les amis, pour donner les différents isomères ou formules semi-développées de ce composé, la première des choses, j'ai eu à vous rappeler ça maintes fois lorsqu'on faisait l'exercice sur les alcanes, c'est de faire d'abord quoi? L'isomère le plus simple de tous. L'isomère le plus simple de tous, c'est l'isomère comment? C'est l'isomère linéaire. L'isomère linéaire n'a pas de ramification. L'isomère linéaire n'a pas de substituant. Vous voyez? Les linéaires. C'est l'isomère le plus facile. Donc, le plus faible est capable de faire ça s'il ne peut pas. Le plus faible est capable de faire l'isomère linéaire s'il ne peut pas ressortir l'isomère directement ramifié. Au moins, ça va être ton demi-point. L'isomère linéaire est très simple. C5H10, 5 atomes de carbone. Donc, ça veut dire que, n'est-ce pas, mon composé linéaire, n'est-ce pas, la chaîne carbonée de mon composé linéaire aura 5 atomes de carbone. Puisqu'il n'y a pas de ramification dans les chaînes linéaires. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, n'est-ce pas, comme c'est un alcène, comme c'est un alcène, comme c'est un alcène, comme c'est un alcène, je dois représenter dans la molécule, dans la structure de la molécule, dans le squelette du carbone de la molécule, quoi? La double liaison. Ouais, un peu. Et pour un ordre, donc pour aller de façon ordonnée, je vais mettre la double liaison à la première position. Ouais, un peu. Et à la première position, je vais mettre ma liaison à la première position pour aller de façon ordonnée. Pour aller de façon ordonnée, je vais pas aller directement mettre à la deuxième position ou à la troisième position si possible. Je mets directement à la première position pour être ordonné dans mon travail. Alors, je fais ceci. Vous voyez, je pourrais mettre ma double liaison ici. Ici, c'est toujours première position. Ici, c'est toujours première position. Tout simplement pour dire que je mets la double liaison à la première position en fonction du sens de lecture que je me suis choisi. J'ai choisi que voici ce qui sera mon sens de lecture. C'est pour ça que je mets ma double liaison ici à la première position. Si j'avais choisi comme ça, comme sens de lecture, j'allais mettre ma double liaison ici. Vous savez que quoi, dans la nomenclature des composés organiques, le sens de lecture est très important, indispensable et tellement dépendant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je respecte quoi, la tétravalence de chaque carbone. Le carbone, si elle est lié combien de fois? Une fois. J'ajoute ici 3 atomes d'hydrogène. Le carbone, si elle est lié combien de fois? Une fois, 2 fois. J'ajoute 2 atomes d'hydrogène. Le carbone, si elle est lié combien de fois? Une fois, 2 fois. J'ajoute 2 atomes d'hydrogène. Le carbone, si elle est lié combien de fois? Le carbone, si il est lié une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, j'ajoute un atome d'hydrogène. Le carbone, c'est lié combien de fois? 2 fois. Une fois, 2 fois. Donc, j'ajoute ici des atomes d'hydrogène. Voilà mon composé. Il faut donner le nom. Il faut donner le nom. Tout simplement, c'est quoi? Pour donner le nom. La chaîne principale, n'est-ce pas? C'est la chaîne qui compte le plus d'atomes de carbone. La chaîne principale, c'est la chaîne principale, les amis, c'est la chaîne qui compte le plus d'atomes de carbone. Voyez un peu. Alors, pour faire plus simple, les amis, pour faire plus simple, c'est quelque chose que j'ai eu déjà à vous expliquer pendant le cours, mais je vais encore réexpliquer ici. C'est très simple. Je vais, n'est-ce pas, les amis, identifier toutes les extrémités carbonées de cette molécule, n'est-ce pas? Je vais identifier quoi? Toutes les extrémités carbonées de cette molécule. En identifiant toutes les extrémités carbonées de cette molécule, ça me permet, n'est-ce pas, de mieux rendre visible, n'est-ce pas, toutes les chaînes possibles que constitue ma molécule. Voici une extrémité
deux extrémités. On a dit qu'une extrémité, c'est quoi? Une extrémité, c'est le bout de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Alors, extrémité ici dans ma chaîne, extrémité ici pour cette molécule, c'est le bout, c'est la fin d'une chaîne. Donc, voici le bout d'une chaîne, voici l'autre bout d'une chaîne. Vous voyez? Donc, en identifiant, n'est-ce pas, en marquant toutes les différentes extrémités carbonées de cette molécule, ça me permet d'identifier facilement, n'est-ce pas, les amis, toutes les chaînes de cette molécule. Alors, je peux avoir la chaîne quoi? Je peux avoir la chaîne 1, 2. La chaîne 1 à 2. La chaîne 1 à 2. La chaîne 1 à 2, les amis, la chaîne 1 à 2 est égale encore à la chaîne 2 à 1. Si je compte de 1 à 2, le nombre de carbone sera la même chose de 2 à 1. Alors, quand j'écris la chaîne de 1 à 2, je n'ai plus besoin d'écrire la chaîne de 2 à 1. Merci. De 1 à 2, on a combien d'atomes de carbone? 5 atomes de carbone. Et c'est la seule chaîne que nous avons dans notre molécule. 5 atomes de carbone. 5 veut dire quoi? Pent. Pent. Je m'arrête à pent parce que, n'est-ce pas, je dois mentionner la position, n'est-ce pas, de la double liaison. Je m'arrête à pent parce que je dois mentionner la position de la double liaison. Ouais, un peu. Et selon mon sens de lecture, voici mon sens de lecture, parce qu'on a dit que dans le cours que le sens de lecture, n'est-ce pas, pour trouver le bon sens de lecture chez les alcanes et chez les acides, n'est-ce pas, c'est le sens où la liaison multiple, que ce soit la double liaison, soit la triple liaison, n'est-ce pas, occupe la plus petite position. Alors quand je compte de ce côté, la double liaison tombe à la troisième position. Alors quand je compte de ce côté, la double liaison tombe à la première position. Donc voici le bon sens de lecture. Ça va me donner pent 1, 1N. Pent 1N ou encore pentène. Pentène. Voilà. Vous voyez les amis, c'est très simple. Alors nous allons passer au deuxième isomère. Au deuxième isomère. Le deuxième isomère ici, les amis, soit, n'est-ce pas, les amis, je fais directement un isomère de chaîne, soit je fais directement un isomère de position. Vous voyez un peu. On a dit que quoi? L'isomère de chaîne. On a d'abord dit que quoi? L'isomère de position, n'est-ce pas? Deux isomères sont dits isomères de position lorsque ils comptent le même nombre d'atomes de carbone dans leur chaîne principale. On a dit quoi? La chaîne principale, c'est quoi? C'est cette chaîne-là, n'est-ce pas, qui compte le plus d'atomes de carbone. Vous voyez un peu. Et c'est cette chaîne-là, n'est-ce pas, qui donne vrai, qui porte le nom de la molécule. Vous voyez un peu. Donc, à partir de l'isomère, de cet isomère, n'est-ce pas, que je vais appeler isomère A, à partir de cet isomère que je vais appeler, que je viens d'appeler isomère A, je vais sortir l'isomère de position et un isomère de chaîne. Je vais sortir un isomère de position et un isomère de chaîne. Pour sortir l'isomère de position, c'est trop facile, les amis. Regardez la position de la double liaison. Elle a la position 1. Je peux changer la position de cette double liaison. Je peux la retirer de la position 1 pour la mettre à la position 2. En le faisant, ce n'est plus la même molécule. Mais j'ai plutôt créé un autre isomère qui sera quoi? Isomère de position par rapport à l'isomère précédent. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. J'enlève la double liaison de la première position et je le mets à la quatrième position. À la deuxième position. 1, 2. Voilà ça. Je respecte la tétravalence des carbones. Vous voyez? Et je le fais toujours en maintenant, n'est-ce pas, le sens de lecture que je me suis choisi depuis le départ. Ça veut dire quoi? Voici le sens de lecture que je me choisis pour pouvoir reconstruire les différents isomères de ma formule brute. Je maintiens le sens de lecture. Je ne suis pas venu ici, je ne suis pas venu dans l'autre sens mettre à la position 2. J'ai maintenu mon sens de lecture que je m'étais choisi depuis le départ. Qui est ce sens-ci? Qui est ce sens-ci?
J'ai maintenu. Vous voyez? Donc, on va appeler ça isomère B. Isomères A et B sont dit quoi? Isomères de position. Pourquoi? Parce qu'ils comptent le même nombre d'atomes de carbone dans leur chaîne principale. Mais ils diffèrent à quel niveau? Ils diffèrent au niveau de la position de la double liaison. Ici, à l'isomère A, on a la double liaison en position 1, alors qu'ici, on a quoi? On a la double liaison en position 2. Donc, on va quitter du pen 1N à pen 2N. Vous voyez? C'est deux molécules différentes. C'est deux molécules différentes, les amis. C'est deux molécules différentes. Voilà. On y va. Maintenant, partant de la molécule A, je vais faire ce qu'on appelle un isomère de chaîne. Hein? Je vais faire ce qu'on appelle isomère de chaîne. Partant de la molécule A, je vais faire ce qu'on appelle l'isomère de chaîne. L'isomère de chaîne, deux isomères, les amis, sont isomères de chaîne. Lorsque le nombre d'atomes de carbone de leur chaîne principale est différent. Deux isomères sont dits de chaîne lorsque le nombre d'atomes de carbone de leur chaîne principale sont différents. Ça veut dire que l'un, dans sa chaîne principale, compte 4 atomes de carbone, l'autre, dans sa chaîne principale, compte 3 atomes de carbone. Pour dire que quoi? Les autres atomes de carbone, n'est-ce pas, ont été ajustés comme quoi? Ramifiants ou substituants. Regardez. Voici le composé A. Le composé A, sa chaîne principale compte combien d'atomes de carbone? Je dis le composé A, si les amis. Sa chaîne principale compte 5 atomes de carbone. Je vais faire une autre chaîne ici. Mais je vais quitter de 5 atomes de carbone dans la chaîne principale à 4 atomes de carbone dans la chaîne principale, tout en conservant la position de la double liaison. Je ne touche pas la position de la double liaison, mais je vais modifier le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. 1, 2, 3, 4. Et je maintiens la position de la double liaison. Je ne touche pas. Je modifie juste quoi? Le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. 1, 2, 3, 4. Alors, on se pose la question, où est passé le cinquième atome de carbone? Il est là. Mais on va ajuster, n'est-ce pas, ce cinquième atome de carbone comme ramifiant. Je le mets là. Oui. Attention. Voilà. Voilà ça. Vous avez vu? Donc, on va dire que, on va appeler ce composé C. A et C sont quoi? Isomères. A et C sont quoi? Isomères de O, isomères de chaîne. Vous voyez? A et C sont isomères. A et C sont quoi? Isomères de chaîne. Isomères de chaîne. A et B sont isomères de chaîne. A et C, je vais dire. A et C sont isomères de chaîne. Vous voyez? Je peux toujours utiliser ce composé C pour créer un autre qui sera isomère de position, mais au niveau du groupement méthyle. Regarde, vous voyez? Je peux toujours prendre le composé C pour avoir un autre isomère. Mais ça sera un isomère toujours, ça sera un isomère type position. Mais la position ne sera pas changée au niveau de la double liaison. La position sera changée au niveau du groupement méthyle. Regardez, selon notre sens de lecture ici, selon notre sens de lecture qu'on s'est toujours choisi dès le départ, n'est-ce pas? Le méthyle est à quelle position? Le méthyle est à la position combien? À la position 2. Attention, il est à la position 3, excusez. Le méthyle est à la position 3. Je peux le mettre à la position 2. C'est possible. Je peux le mettre à la position 2. Mais le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale n'est pas modifié. C'est pour ça que j'ai dit que je peux créer un autre isomère à partir de l'isomère C, mais qui sera type de position. Regardez.
Vous avez vu. Voilà ça. Vous voyez? Je quitte de la position 3 à la position. Je quitte de la position 3 du méthyle à une position 2. Vous voyez? Ça fait deux isomères, c'est deux composés différents. Hein. Ça, c'est deux composés différents. Ici, on aura quoi? La chaîne, on sait directement que notre chaîne principale, c'est ça. Voici notre chaîne principale, les amis. Notre chaîne principale compte combien d'atomes de carbone? 4 atomes de carbone. Hein? Avec quoi? Un substituant qui est à la troisième position. Ça, c'est 3 méthyl but 1 N. Alors ici, c'est quoi? 3 méthyl 3 méthyl but 2 N. Oui. 3 méthyl but 1 N, 3 méthyl but 2 N. Oui. Simple. Alors, maintenant, je peux utiliser le composé BC pour créer un isomère de chaîne. Vous voyez? Je peux utiliser le composé BC pour ressortir un isomère de chaîne. C'est-à-dire, je vais juste modifier, n'est-ce pas, le nombre d'atomes de la chaîne principale, mais je ne vais pas toucher, je ne touche pas la position de la double liaison. Regardez. Ici, à l'isomère B, on a 5 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc, je vais quitter de 5 atomes à carbone à 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Je remets la position de la double liaison. Je ne touche pas la position de la double liaison. Je crée un ramifiant. Et je crée le ramifiant selon quoi? Le sens de lecture que je me suis choisi. Je le mets en position 2. C'est-à-dire que le 5e atome de carbone, je l'ai ajusté comme ramifiant, comme substituant, en position 2 en fonction du sens de lecture. En fonction du sens de lecture que je me suis choisi dès le départ. Ensuite, je respecte la tétravalence des carbones. Voilà. Ici, ça va faire quoi? La chaîne principale, c'est 4 atomes de carbone et j'ai le méthyle en deuxième position. Ça va me faire 2 méthyle, 2 méthyle, but, 2 méthyle but 2 N. 2 méthyle but 2 N. On m'a dit que le quoi, c'est le composé, c'est D, E, A, B, C, D, E. Donc, le composé D et le composé B sont isomères de chaîne. Sont isomères de chaîne. Donc, voilà les amis. On se pose la question, est-ce que je peux changer la position de la double liaison ici en position 3? 1, 2, 3. Je ne peux pas. Ouais, un peu, je ne peux pas. Sinon, ça va modifier mon sens de lecture que je me suis choisi. Parce qu'en mettant ça à la position 3 dans ce sens, je serai obligé maintenant, n'est-ce pas les amis, de nommer ma molécule dans ce sens-ci. Parce que lorsqu'on nomme une molécule, on doit toujours prendre en compte, n'est-ce pas, la recherche du bon sens de lecture. Quel est le sens où la double liaison ou la triple liaison occupe la plus petite position. Donc, c'est ça. Pour moi, quand je vois les amis, je pense pas qu'il y ait encore notre isomère ici. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait encore notre isomère ici. Je pense pas. Donc, voilà tous les isomères, n'est-ce pas, notre pentène. Voilà tous les isomères de notre pentène. Voilà. Donc, les amis, voilà tout ce qu'il fallait faire pour l'exercice 1, grand A, grand B. Vous êtes sur EduQuiz. Rendez-vous pour un prochain exercice, n'est-ce pas, sur les alcènes et les alcynes.